C'est l'heure du sonneur. Et je suis très heureuse de retrouver nos deux chroniqueurs, Polyjustice. Bonjour Alexandre Langlois. Bonjour Clémence. Et bienvenue à vous. Allez, je cite votre dernier livre, Ici est la démocratie, au bal masqué de la Macronie, édition Talma. Bonjour à vous, Régis de Castelnau. Bonjour Clémence, bonjour Alexandre. Et Bonjour Régis. Je vais essayer de retrouver ma voix. Pardon. Alors, vous êtes avocat à la Cour, évidemment. Toujours auteur du blog Vue du droit et de ce livre qui a encore beaucoup d'actualité dans nos actualités à nous. Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et justement, on va commencer par ça, par ces justices politiques. Enfin, il y a Big Malion, mais il y a aussi ce qui se passe autour de CNews. Alors, c'est une décision qui est tombée mardi dernier. Le Conseil d'État a, je cite, enjoint l'Arcom, vous savez, le régulateur des médias, de réexaminer dans un délai de 6 mois le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. C'est une décision qui fait suite à un recours. Un recours de qui ? De l'ONG Reporters sans frontières, qui est porté par son secrétaire général, Christophe Deloire. Et Christophe Deloire a été invité hier sur CNews, pour s'expliquer, sur le plateau de Pascal Praud. Notamment, c'était un peu chaud, mais je vous ai coupé un extrait où l'on voit justement ce que Christophe Deloire reproche à CNews à travers cette plainte, ce recours. Je vous propose d'écouter cet extrait. Je vais dire oui. Quel est le problème ? Et ça n'est pas une question de ligne éditoriale. C'est une question qu'effectivement, dans l'audiovisuel, est prévu un pluralisme interne. C'est-à-dire que sur chaque antenne, en audiovisuel, et particulièrement en télévision, on doit entendre des opinions différentes et une grande diversité. Et vous trouvez qu'il n'y a pas des opinions différentes ? C'est ce que prévoit la loi et jusqu'à présent, et vous c'est ce trouvez que l'Arcom et vous trouvez par exemple, et vous trouvez que sur CNews, ça, c'est pas le cas. De fait, le spectre politique est relativement restreint. Alors qu'est-ce que restreint ? Honnêtement, vous en conviendrez. Il suffit de regarder CNews pour voir que... Monsieur Dart, mais alors. Voilà. Donc, problème de pluralisme. C'est pas forcément un problème de ligne éditoriale, mais de pluralisme, explique donc Christophe Deloire. On va commencer là à donner la parole à Régis de Castelnau. J'ai assisté au naufrage de ce pauvre Christophe Deloire. Christophe Deloire, mon Dieu, je l'ai connu dans le passé, il écrivait des livres Sexus Politicus. C'est un employé d'une officine créée par les États-Unis, financée par les États-Unis pour mener des luttes dans leur intérêt. Ça avait été confié à Robert Ménard initialement, qui a bien rempli son travail. Après, il a fait autre chose, il a fait de la politique, il est parti à Béziers, puis on l'a rappelé à l'ordre, donc il est devenu macroniste. Christophe Deloire l'a remplacé, et cette affaire est tout à fait extraordinaire dans le choix de la cible. C'est un moment un peu difficile pour moi parce que je suis obligé de défendre CNews, que je considère qui est devenu une poubelle médiatique où il n'y a plus d'informations, il n'y a plus que des débats de café du commerce avec quelques clochards du PAF. Bon, c'est comme ça, mais il n'a pas fait un recours devant l'Arcom à propos du service public parce que toutes ces chaînes ont une autorisation d'émettre. C'est normal, avec une contrepartie, un cahier des charges, et le pluralisme en particulier. Mais lorsque l'on voit que déjà le service public en France est totalement asservi d'abord au pouvoir politique, et ensuite à une forme de gauchisme sociétal, et que il n'y a aucun pluralisme sur ces médias du service public. C'est là où réside le problème, parce que c'est nous qui payons. Déjà, bon, et naturellement, il n'a rien fait. L'objectif, il est très clair. L'objectif, sous prétexte de pluralisme, il est d'imposer de la censure. Parce que c'est quoi le raisonnement qui est fait par RCF, mais RSF, pardon, et le Conseil d'État, avec ce brave monsieur Tabuteau, qui est parfaitement connu comme conseiller d'État pour être, lui, alors tout ce qui est woke sociétal et immigration, alors lui, c'est à fond. Bon, donc il a pris une décision directement politique. Et c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, attention, les chroniqueurs qui sont là sont des militants politiques, sans blague. Parce que monsieur Demorand, sur France Inter, il n'est pas militant politique. Ben voyons. Et pareil pour Madame Salamé, c'est pas une militante politique, la femme de Glucksmann, qu'on arrête de se moquer du monde. Donc tous ces éditorialistes de CNews sont des militants politiques et leur temps d'expression, faut le rattacher à un courant politique. Alors tiens, toi tu seras Zemmour.
toi, tu seras RN. Hein, et comme ça, on va limiter le temps de parole. On va limiter le temps de parole officiel de ceux qui représentent effectivement statutairement les organisations en question. C'est une opération grossière de censure. Ce pouvoir est ivre de censure. Oui. Il est ivre au niveau de l'Europe et au niveau de la France. Il ne pense qu'à une chose, c'est empêcher l'expression. On a Séjourné qui est venu nous dire hier, oulalalala, il y a 190 sites de désinformation russe qui ont été trouvés où, quand, comment, pas un seul nom, et il nous fait une grande sortie pour dire on va nous empêcher de voter aux élections. Ça, c'est le classique, ça, oui. Ça ressort à chaque élection. Et je termine avec Deloire, je reviens à Deloire, à ce pauvre Deloire. Hein, hier, il dit « Ah oui, non mais vous comprenez, vous portez atteinte à la démocratie. » Et là, naturellement, Pro et Nolo ont bu du petit lait, que je n'apprécie absolument pas pour ce qui me concerne. Ils ont bu du petit lait, mais quand? Donnez-nous des exemples. Quand est-ce que on a porté atteinte à la démocratie, isolé donc des déclarations, et l'autre a été incapable de le faire. Non, c'était un naufrage. Oui. Clément, c'est lui qui a demandé à venir, hein. Ah c'est oui. lui qui a demandé à... Ah oui. Parce que je vais vous dire, moi j'ai regardé ça un peu après coup, mais quand même, j'ai essayé de suivre un peu ce qui s'était passé. Donc, pour expliquer à tous ceux qui n'ont pas suivi, il a vraiment été invité. Et il y a eu tous les chroniqueurs autour de la table ont pu prendre la parole. Et évidemment, s'en sont pris à Christophe Deloire. Et c'est vrai que je me suis dit, oulala, le pauvre, presque je le plaignais, de se retrouver face à toutes ces personnes qui étaient évidemment opposées à sa plainte. Ça, c'est ce qui est logique. Mais on a l'impression qu'il était un peu seul contre tous, même si on n'aime pas forcément la plainte et le bonhomme. Mais c'est intéressant de savoir qu'il voulait venir. À la limite, c'est plutôt un bon signe qui s'explique, non? C'était pour essayer de faire passer le message. C'était de la vaseline, Clément. C'était de la vaseline. Même pas de bonne qualité. Sauf qu'il n'est pas équipé. Il n'est pas équipé ni professionnellement ni intellectuellement. Il faut être sérieux. Oui, il avait 2 éléments de langage qu'il n'a cessé de répéter d'ailleurs. Et il était là sur ordre. Oui. Je prends mes responsabilités, je dis ce qu'il en est, c'est une officine. Hein, Reporters sans frontières. Je sais vous dire, la crédibilité, elle est à peu près aussi importante que celle d'Avocats sans frontières, l'officine de Golnadel, hein, dont on sait très bien à quoi elle sert. Donc voilà, c'est une opération directement politique, commanditée pour faire passer une nouvelle opération de censure, avec l'aide des fonctionnaires que sont les magistrats du Conseil d'État, qui sont des militants macronistes. Oui, parce qu'à la rigueur, que l'officine soit une officine commandée, c'est le problème. Mais là, le problème, c'est que c'est suivi par, et c'est là où on arrive à votre livre, c'est quand même suivi par la plus haute magistrature. Donc, ça nous pose de vraies questions, là. Ah ben ça c'est clair. Et le principal auteur de l'ordonnance, qui est ce Conseil d'État, est notoirement connu comme un militant très proche du Parti socialiste dans son courant le plus woke, je dirais. Donc oui, c'est... Alors, et ça vient s'ajouter, parce que si vous voulez, moi, je veux bien qu'on contrôle. Je suis pour l'exigence par rapport à l'autorisation d'émettre, hein, mais on surveille tout le monde. En ce moment, on a I24 qui a une autorisation d'émettre sur le territoire national. Il faut voir ce que c'est. L'apologie de crimes de guerre contre l'humanité et le racisme anti-arabe, c'est tous les jours. Il ne se passe rien. Vous avez, je reviens, le service public, vous avez BFM, vous avez LCI qui a dit tout et n'importe quoi sur la guerre en Ukraine depuis 2 ans, qui a menti, qui a dit qu'on se battait avec des pelles, etc. L'ARCOM n'a rien dit et RSF non plus. Donc c'est vraiment dirigé contre, et Nolo a dit quelque chose d'intéressant hier, il dit, vous comprenez, si on n'est pas d'accord avec le pouvoir, c'est une forme de syllogisme, nécessairement on est d'extrême droite. Voilà, c'est-à-dire qu'on a fait un grand cercle extrême droite et donc on y met tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place. C'est extrêmement dangereux. Et puis, ma chère Clémence, les journalistes du PAF vont être fichés. Oui. Il va falloir que, en partie, mais pour l'instant uniquement chez CNews, il va falloir qu'ils nous disent pour qui ils ont voté, mais on marche sur la tête. Et merci
encore, mais je ne vais pas ménager Christophe Deloire parce qu'il y a des moments où il faut avoir un peu de dignité et refuser de faire le sale boulot. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Juste, pardon Alexandre, je vais vous donner la parole, mais je voulais juste poser une question sur la procédure. Là, qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire changer? Est-ce qu'il y a un appel possible? On en est où là, de ce côté-là? Non, c'est ce qu'on appelle une injonction. Oui. C'est-à-dire que le juge a le droit de dire à l'État ou à une autorité administrative indépendante, ce qui est le cas de l'Arcom, ce qu'elle doit faire. Oui. Hein, donc, avec des contreparties, avec des dates, etc. Donc, il appartient désormais à l'Arcom de dire ce qu'elle va faire. Pour l'instant, c'est de ça qu'il s'agit. Mais elle peut refuser, l'Arcom peut ou elle peut prendre des mesures qui seraient ensuite considérées comme insuffisantes. Oui, bon. Enfin voilà, c'est une espèce de... Il va y avoir une petite partie de tennis et surtout ce qui va se passer maintenant, c'est que le Conseil d'État va être saisi, et Goldnadel a dit qu'il allait le faire, mais il a raison, hein, va être saisi de recours concernant les autres chaînes. Ça va être un joli bazar. Oui, autant qu'à faire. Autant faire participer tout le monde. Alors Alexandre Langlois, d'abord sur ce sujet, puis après on va essayer d'aller assez vite sur les autres sujets, parce que Dieu sait qu'on en a. Est-ce que vous souhaitez réagir aussi sur cette histoire de Reporters sans frontières contre CNews? De façon générale, contre la liberté d'expression, en fait, plus généralement. Moi, tout ce qui est atteinte aux libertés, ça me hérisse le poil. Oui. Donc là, on est en plein dedans. Et puis après, derrière, il y a le dessous des cartes. C'est que effectivement, derrière, on a saisi pour que ce soit l'Arcom qui agisse. Déjà, qui compose l'Arcom? Voilà, parce qu'après, il faut savoir qui donne les ordres. L'Arcom, c'est 3 membres par des décidés par le Sénat, 3 membres par l'Assemblée nationale, 2 membres Conseil d'État, 2 membres Cour de cassation, et président par le président de la République. Donc on voit que la majorité des postes sont décidés par des gens politiques. Donc ce qui veut dire derrière, c'est donc une fois de plus des gens qui vont dire ce qui est bien ou pas bien en fonction de la doxa officielle du gouvernement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, Reporters sans frontières. Très intéressant, qui pose un recours uniquement contre CNews. Parce que la France, de façon générale, on ne peut pas dire que la liberté de la presse soit exceptionnelle. Oui. Et en ayant ça, en fait, j'ai découvert qu'en fait, tous les ans, donc Reporters sans frontières propose un classement des pays pour la liberté de la presse, et la France a augmenté dans ce classement. Et donc, je veux dire, quand c'est ça, et il y a plusieurs raisons pourquoi. Une raison, qu'ils ont quand même l'honnêteté de dire, c'est que les autres pays ont dégringolé et que c'est pas en rapport avec la France. Mais la deuxième chose qui est intéressante, ils ont dit, par exemple, le nouveau schéma du maintien de l'ordre a permis que les journalistes fassent leur travail correctement par rapport au mouvement des Gilets jaunes en 2022. Donc, en 2022, je rappelle que ce nouveau schéma du maintien de l'ordre dit très clairement aux journalistes, si vous voulez venir sur les manifestations, il faut d'abord être accrédité par le ministère de l'Intérieur. Donc, je veux dire, si ça, c'est pour eux la liberté de la presse, Oui, c'est je veux dire, étrange, voilà, on va derrière. Donc, une fois qu'on a le dessous des cartes, qu'on voit qu'en fait, c'est un petit soldat qui va juste demander la doxa officielle, qui derrière, on voit bien qu'ils ont arrangé le classement de la France avec des choses complètement lunaires. Je veux dire, le maintien de l'ordre, demander de l'accréditation pour aller sur les manifestations au ministère de l'Intérieur, c'est ça la liberté de la presse pour eux. Bon, bah voilà, et puis après, la suite, bah effectivement, qu'est-ce qui va se passer pour les autres chaînes? Donc, une fois de plus, à chaque fois qu'on met des limites à la liberté d'expression, donc on peut s'exprimer, du moment après, moi je suis pour une liberté la plus grande possible, et après s'il y a des actes par contre qui soient sanctionnés, mais donc voilà, donc sur ça, c'est derrière, c'est vraiment politique, et c'est assez lamentable, parce que justement après on veut pas qu'on se forme. Et le dernier point aussi, c'est que qu'est-ce qui se passe quand il y a des sujets d'actualité? Qu'il y a tout le monde a ses chiffres, tout le monde a ses sources. On prend le conflit Palestine-Israël, on prend le conflit Ukraine-Russie. Oui. En fait, on est en train de vivre l'histoire. C'est pas des chiffres qui sont gravés dans le marbre. Oui. Chacun a ses sources. Qui décide de ce qui est vrai, et qui pas vrai? décide Oui. de la vérité du moment. Bah, en fait, la vérité, on pourra la savoir qu'a posteriori. On peut que commenter l'actualité, on peut essayer de l'analyser, mais on n'aura pas une vérité immédiatement. Et là, avec ce système, il y aura une vérité qui est écrite tout de suite. On n'attendra même plus, comme Napoléon disait, l'histoire est écrite par les vainqueurs, l'histoire est écrite par la propagande officielle. C'est-à-dire qu'on a carrément passé un pas. Voilà. Alors, donc c'est pas reluisant pour la suite. Vous me faites la transition directe avec cette histoire de l'article 4 sur les dérives sectaires qui a finalement été adopté par l'Assemblée nationale ce mercredi. Je vous rappelle, on en a déjà parlé ici. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les émissions où on a bien décrypté cette loi et cet article en particulier. Mais voilà, mardi soir, ceux qui considéraient que cet article de loi était un danger, puis la loi en général,
se sont réjouis, trop vite d'ailleurs, puisque finalement, mardi, l'article avait été mis en échec mardi soir par une coalition des oppositions, c'est à retenir, LFI, LR et RN, qui là, y voyaient une menace pour les libertés publiques et pour les lanceurs d'alerte notamment. Et puis, voilà, rebelote, Sacha Houlié, donc vous savez, président de la commission des lois, a demandé le lendemain, donc hier, une nouvelle délibération au nom de la commission des lois. Et ça a été accepté. Ils ont pu revoter cette fois-ci. L'article est passé. Je vous propose d'écouter parce que c'est intéressant quand même, l'analyse, la profondeur du député Olivier Véran qui défend la loi, donc en tant que député cette fois-ci, cette loi contre les dérives sectaires. Écoutez cet extrait. J'ai cherché sur Google, j'ai tapé par exemple Gourou et Raoult et j'ai trouvé plus de réponses qu'en tapant Science et Le Pen. Pendant la pandémie, il y a eu d'un côté nos blouses blanches, au lit des malades, comme dans les laboratoires, et puis il y a eu Didier Raoult. Les premiers ont gagné notre estime et notre respect, le second a gagné de l'argent et des disciples. Est-ce que les critères de dérive sectaire sont réunis? À minima, il y a l'objet de débat. Les délires quasi messianiques d'un homme qui porte la blouse comme Raël porte la tunique, sur son talent exceptionnel qui l'emporterait à lui seul sur toute la communauté scientifique internationale. Les files ininterrompues de malades devant l'IHU de Marseille en quête du précieux élixir. S'il vous plaît. Combien de malades en France refuseront un vaccin protecteur? Nous n'entendons rien. Combien? Non, mais s'il vous plaît, attendez. Combien de personnes en France refuseront un vaccin protecteur, enfermés dans leurs fausses croyances par les propos ambigus du charlatan de la Canebière? Voilà, il a réussi à finir son petit texte bien écrit, Olivier Véran. Allez, on commence par Alexandre Langlois. C'est bien, c'est qu'au moins, ce qu'il dit, ce qu'il dénonce, c'est ce qu'il fait lui-même, en fait. On est un peu dans la secte macronienne, voilà, mais c'est elle qui commande, donc voilà. Finalement, je ne sais plus qui disait ça, mais ça m'avait amusé. Une religion est une secte qui réussit. Bon, la Macronie a été élue, donc c'est une secte qui a réussi, et donc qui a le droit d'avoir pignon sur rue et le droit de donner les choses. Et d'ailleurs, ce qu'il raconte sur, en plus, la crise Covid et la gestion de la crise Covid, la France n'est pas un exemple exactement de ce qui s'est passé au niveau mondial, hein. Je redonne le classement du journal The Economic qui avait déclassé la France de son classement des démocraties, des libertés, qui d'ailleurs n'a pas été retrouvé depuis, donc une liberté perdue n'est jamais retrouvée. Oui. Et donc du coup, c'est des gens qui viennent donner des leçons et qui viennent faire des trucs avec Google. C'est-à-dire Google, c'est ce que les gens recherchent. Et après, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Google veut nous faire plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne va pouvoir faire des recherches Google, elle n'aura pas les mêmes résultats. Oui. Donc on peut s'interroger sur les résultats des recherches que fait Monsieur Véran. C'est-à-dire que c'est assez amusant, c'est-à-dire qu'il a quand même un mode de pensée assez particulier pour que Google lui donne des résultats qui lui font plaisir. Donc on est sur un cercle, je veux dire, très vicieux ou vertueux pour eux, très bien, mais très dangereux pour les libertés individuelles. Une fois de plus, tout ce qui est dérive sectaire, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Et je rappelle que ce gouvernement, bien que je mette toutes les précautions sur l'utilisation de la Miviludes, qui est l'organe officiel du gouvernement pour lutter contre les dérives sectaires, je rappelle qu'ils ont supprimé une partie du budget, qu'ils ont rationné toutes les choses derrière, et que là, ils viennent faire les paragons de vertu avec une loi. Donc une fois de plus, c'est devant, j'agite un chiffon pour pouvoir censurer les gens. Derrière, si on veut avoir des organismes qui travaillent, on enlève l'argent. Donc voilà, il y a encore savoir comment on cadre le travail de ces personnes, parce que la Miviludes n'a pas toujours brillé. Sur certains moments, oui, d'autres non, malheureusement. Oui, voilà. Quand on voit les membres de la Miviludes, on peut se poser des questions également. Alors allez-y, Régis. Je voulais dire un petit mot là-dessus, sur le concentré de macronisme de Véran. Véran, qui a été un calamiteux ministre, qui est retourné au Parlement, et maintenant, il fait le malin. Il fait le malin, il fait un espèce de sketch, le charlatan de Marseille, etc. C'est tout ce que vous avez à dire, monsieur Véran? Vous n'avez pas honte? Vous êtes parlementaire, vous représentez le peuple, et vous êtes sur une estrade à essayer de faire des bons mots pour faire ricaner les imbéciles qui sont derrière vous. Non, mais c'est lamentable. Enfin, je veux dire, le niveau auquel on arrive. Alors, sur le fond, c'est phénoménal, cette passion pour la censure, et on va figer dans le marbre et on va punir les gens qui se posent des questions sur la vérité, entre guillemets, scientifique. Bon sang de bonsoir, Galilée, hop, au bûcher, voyons. Oui, ça, oui. Si on n'est pas d'accord avec vous, si on pense que... Et en ce qui concerne la gestion du Covid, excusez-moi, il n'y a pas qu'en France. Sur l'ensemble de la planète, tout le monde a pataugé. On a fait des erreurs. Certaines ont été des erreurs
dirigé parce qu'il fallait faire des profits. Coucou, Madame von der Leyen. Mais et aujourd'hui encore, l'histoire de cette pandémie est à écrire et les débats ont lieu. Ils sont durs, ils sont furieux. Moi, je suis assez modeste là-dessus. J'ai pas d'opinion très arrêtée, mais le fait qu'on utilise désormais la loi pour empêcher la libre expression et la libre recherche scientifique, mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est un effondrement. Et après, on veut aller faire des guerres aux quatre coins de la planète au nom de nos valeurs. Quelles valeurs? Quelles valeurs? Celle-là? Oui, oui. Et en tout cas, c'est vrai que pour le moment, et ça rejoint ce qu'on disait sur le premier sujet CNews, on a une vérité officielle qui va nous être imposée, et au nom de cette vérité, tous les autres vont être censurés. Mais on voit vraiment l'étau qui se resserre particulièrement en ce moment, hein. On sent la tension, on sent que là, vraiment, toutes les armes de censure donc, sont prises dans tous les domaines, que ce soit la science, le débat. Clémence, je pense que vous en avez parlé déjà. Nous avons notre cher Aurore Berger qui est venue dire on va punir, supprimer une subvention. Vous savez, quand elle a dit qu'elle allait supprimer les subventions aux associations féministes qui n'avaient pas donné la doxa sur le 7 octobre en Israël. C'est-à-dire que maintenant, on va être puni pour ce qu'on n'a pas dit. Alors moi j'avais cité Roland Barthes qui dit le fascisme, c'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. On a franchi une limite, et que ce soit Aurore Berger qui le fasse, c'est aussi significatif. C'est sûr. Alors on a beaucoup de sujets, on va faire comme d'habitude quand j'en ai trop, je vais vous demander de choisir. Je pense, Régis, que vous souhaitez quand même réagir à l'affaire Big Malion. Oui, non, mais attendez, Alexandre, ça va être très court. Oui. C'est effectivement. Je rappelle juste, hein, donc c'était hier. Nicolas Sarkozy a donc été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, dans le procès en appel de l'affaire Big Malion, sur cette histoire de dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue de 2012. Nicolas Sarkozy a annoncé se pourvoir en cassation. Alors, le problème de cette décision qui a abouti au bout d'une longue procédure, c'est que il y a plusieurs volets. Il est technique sur le plan juridique. On ne va pas rentrer là-dedans parce qu'il nous faudrait une bonne heure. Je renvoie à mon bouquin, comme vous le faites systématiquement, Clémence. Non, pour dire simplement qu'il est condamné, là je parle technique, hein, je ne parle pas de l'opinion que j'ai de Nicolas Sarkozy. Sur le plan technique, il est condamné pour le dépassement qui avait abouti à l'invalidation de son compte de campagne. Hein. Donc il y a un texte pénal qui n'avait jamais été appliqué jusqu'à présent sur cette notion de dépassement, et donc on le lui reproche. Moi, je connais bien le dossier, je considère que sa connaissance de ce dépassement, c'était un problème d'imputation d'une soirée avec des pourcentages, responsabilité prise par ses experts comptables. Je considère que la preuve n'avait pas été rapportée qu'il était au courant de ce dépassement-là, mais on a trouvé après d'autres dépassements, et c'est toute l'affaire Big Malion avec les fausses factures, etc. Et donc, j'ai un peu l'impression que hier, on a voulu quand même finir la vendetta et on lui a mis 6 mois de bracelet électronique. Hein. Je pense que ça, c'est toujours les rapports tumultueux entre Nicolas Sarkozy et la magistrature. Et ça ne veut pas dire que Nicolas Sarkozy soit exempt de tout reproche, loin de là. Mais sur cette affaire, mais ce qui serait bien maintenant, c'est qu'on s'occupe de la campagne de François Hollande de 2012. Hein, et d'Emmanuel Macron. Les affaires. Pardon ? Et d'Emmanuel Macron. Non, mais de 2012, c'était en même temps. Son compte de campagne a été validé. Moi, je considère qu'il n'aurait pas dû l'être. Mais le PNF s'est emparé du dossier et dort paisiblement dessus depuis maintenant 12 ans. Voilà. D'accord. Alors, allons tout de suite sur le droit du sol pour enchaîner. Le droit du sol, évidemment, vous l'avez entendu, Gérald Darmanin a annoncé ce week-end l'abolition du droit du sol à Mayotte. Réaction, Régis, je vous garde sur Mayotte et ensuite on mais le pauvre Alexandre, lui. Oui, non, mais on peut refaire l'inverse, peu importe. Alexandre Landois, allez-y. Ah bah, je te coupe la chic du coup. Non, vas-y, parce que je crains que... Enfin, c'est pas une crainte, c'est normal. Que vous soyez trop long. On ne sera pas tout à fait d'accord. Non, on ne sera pas d'accord. Déjà, sur Mayotte, c'est que Darmanin arrive avec des choses qui met en place d'un côté particulier. En fait, il y a la République une et indivisible. Donc, soit on met le droit du sol nulle part, soit on le met partout. Après, il fait un truc d'exception. Et déjà, Mayotte est que des exceptions. En fait, c'est là quand on remonte le fil. Là, on est en train de se mettre, on va dire, on fait quelque chose je veux dire, pour amuser la galerie, mais derrière, on ne résout pas le problème.
c'est que déjà Mayotte est retiré des statistiques de l'immigration parce qu'il ferait 50% des stats. Donc voilà. Ensuite, Mayotte, il y a un petit chantage avec les Comores sur des transferts d'argent qui a été mis en place en disant bah voilà, vous prenez, si jamais on vous donne un peu de sous, mais si jamais vous ne donnez pas assez d'argent aux Comores aussi, on va vous renvoyer, on va vous lâcher des vagues migratoires. Donc voilà, donc il y a ce petit chantage où Macron est parfaitement conscient. Et derrière, il y a des gens sur place qui sont complètement abandonnés parce qu'on a voulu donner le statut de département français à ce territoire d'outre-mer, mais sans mettre les moyens derrière. C'est-à-dire que derrière, on a dit, bah voilà, vous êtes département, bravo, mais derrière, vous n'aurez pas tous les avantages des départements, vous serez un département oublié. Bah, et donc ça pose problème. Et effectivement, Évidemment. Mayotte a quelque chose d'assez spécial d'un point de vue économique, c'est que c'est le département français le plus pauvre, mais par contre, paradoxalement, dans la région où elle est, c'est l'endroit le plus riche. Donc en fait, ça crispe tous les problèmes. Et donc là, on a un Darmanin qui vient pérorer, qui dit écoutez, moi je suis sur le terrain, moi les élites parisiennes qui viennent faire la morale, ça va, qui sortent de chez eux. Je rappelle que quand le ministre se déplace quelque part, on peut manger par terre, il y a des tapis rouges, on a tout redécoré, on a mis enfin, je veux dire, on est dans Tintin au pays des soviets. Donc je veux dire qu'ils viennent pas se la raconter. Voilà, qu'après il n'y a pas les choses qui sont mises en place. J'avais des copains qui travaillaient là-bas, ils me disaient les centres d'accueil sont pas aux normes. Enfin je veux dire, il y a même les centres de rétention administrative, il n'y a rien qui est fait en fait. Donc département complètement abandonné. Et là on a un ministre qui vient de dire voilà, il y aura plus de droit du sol, ce sera terminé. Mais il va pas régler grand-chose en fait, vu que tout le reste ne fonctionne pas. Il vient juste donner justement, je pense, pour animer un débat qui est sur un sujet très clivant en fonction des idéologies politiques, mais surtout, il va rien régler du tout. Juste attendez, Alexandre, parce que vous ne pensez pas malgré tout que toute cette immigration illégale vient pour récupérer un passeport français et donc il y aura quand même cet appât en moins qui fait que même si tout est très mal géré, même si les frontières sont très mal gérées et contrôlées, eh bien, il y aura moins d'appât du gain malgré tout. Le moins n'a pas du gain. Est-ce que ça gêne les gens? Est-ce que, je veux dire, tous les autres, est-ce qu'on fait ça pour le reste du territoire national? Je veux dire, il y a plein de gens qui viennent pour récupérer des papiers effectivement sur le droit du sol. Donc en fait, ce serait peut-être de remettre en cause comment on devient français de façon générale. Oui. Moi, j'aimerais bien avoir quelque chose de. On dit aux gens, c'est qu'ils veulent être français. C'est pas parce qu'on est né quelque part qu'on est cette situation, on est français ou un autre pays d'ailleurs, c'est que est-ce qu'on veut s'intégrer ou pas? Et ça, c'est absolument pas au programme. C'est qu'il y a des gens qui peuvent venir, qui s'intègrent, qui ont les cours, qui ont tout fait, très bien. Il y a des gens qui viennent juste pour un papier et avoir autre chose. Là, c'est différent. Donc il y a ce problème en fait de refonte en fond en comble, et ça, ce n'est pas fait parce que du coup, on a aussi besoin. Je rappelle, dans l'immigration, dans le néolibéralisme, ils ont besoin d'immigration, parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre pas chère, ils ont besoin d'esclaves modernes. Donc, en fait, ils ne régleront jamais le problème, parce que derrière, je rappelle qu'on a toujours une circulaire de Valls qui dit que toute personne en situation irrégulière est automatiquement à ses papiers au bout de 6 ans. Donc, je veux dire, l'État français, déjà, dans sa législation actuelle, engendre, pousse les gens à se mettre dans l'illégalité pour devenir français. Oui, je veux dire, quelle philosophie on donne. Donc là, on est en train de pérorer sur quelque chose d'annexe pour pas remettre en cause tout un système qui donne de la manœuvre pas chère, ce qu'on a encore pu voir, par exemple, sur les chantiers des JO, parce que c'est d'actualité, avec du travail au noir dissimulé, et voilà. Donc je veux dire, on est sur quelque chose de vraiment le néolibéral le plus crasse. Oui, puis la légalisation des métiers en tension, c'est quand même, c'est ce que vous dites, c'est un appel d'air de l'illégalité. Exactement, c'est-à-dire qu'après, il peut y avoir des métiers en tension, on peut encadrer les choses, on peut faire les choses correctement. Beaucoup de pays savent le faire. La France ne veut pas le faire, parce qu'on est justement sur cette dérégulation. Voilà, parce que quand on lutte contre des filières, c'est très bien. Mais après, derrière, si les gens qui sont dedans disent bah oui, mais on fait partie d'un système, on veut pas que le prochain qui vienne du pays, il puisse pas avoir sa place dans ce système je veux dire, de légalisation de l'immigration clandestine et illégale, je veux dire, voulue par la France. Donc, je veux dire, on est sur quelque chose qu'on marche sur la tête. Donc là, on est sur un petit point où la situation est tellement catastrophique qu'ils ne savent plus quoi faire. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien à Mayotte. Donc, ils essayent de lancer les choses. Et en fait, pour moi, c'est plus une diversion pour qu'on parle d'un sujet clivant plutôt que de régler le problème. Donc, une fois de plus, on amuse la galerie, on nous montre les ombres, et puis derrière, en fait, les gens continuent de faire la fête, d'avoir ce qu'ils ont besoin, pas besoin. Voilà, donc on est sur un jeu de dupes. Si on veut régler le problème, on peut le faire vraiment, et on peut avoir un débat national sur ça, et pas comme une loi immigration ou XIM qui nous ont pondu, qui limite certains trucs, mais qui ne règle pas le problème de fond. Ok. Régis. Alors, moi, j'ai un avantage, c'est que je connais très bien Mayotte. J'y ai été beaucoup de fois. Mansour Kamardine, le parlementaire LR, est un ami. Qu'on recevait hier, justement.
Voilà, et donc j'ai vu évoluer Mayotte. J'ai connu Mayotte avant la départementalisation. Et là, Alexandre a raison, c'est qu'on a décidé de faire de Mayotte un département. C'est un engagement de Jacques Chirac. Sarkozy l'a mis en œuvre. Le problème, c'est qu'il aurait fallu à ce moment-là mettre le paquet pour le mettre aux normes, c'est-à-dire pour assurer l'unicité du territoire national. Oui. Et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait faute de moyens. Ça n'a pas été fait parce que l'État néolibéral s'effondre. Donc, et moi, j'ai vu les évolutions positives. Mais depuis, ça s'est complètement dégradé. Ça s'est complètement dégradé parce que Mayotte est une petite île au milieu d'un archipel et qu'on a un courant d'immigration colossal qui fait que la population en 10 ans, 10, 15 ans, a été multipliée par 2,5. Faut le savoir. Et donc, c'est terrible. Moi, l'insécurité, les bandes d'enfants abandonnés. Il faut savoir que la maternité de Mayotte est la première de France. Parce qu'on vient accoucher à Mayotte. Je l'ai vu, j'ai rencontré des gens. Et donc, vous avez des bandes d'enfants qui parcourent l'île et qui cambriolent les maisons. J'ai des amis qui me disaient, mais tu sais, c'est assez étonnant, quand on est cambriolé, c'est les frigidaires qui sont vidés parce qu'ils n'ont plus à bouffer. Donc c'est devenu un bazar, une anarchie violente, extrêmement violente, et les Mahorais sont excédés. Les Mahorais qui, effectivement, l'expression d'Alexandre est excellente, hein, c'est un département pauvre, mais qui est un endroit riche au sein d'un endroit très pauvre, un des plus pauvres du monde, la misère, et vous avez Madagascar qui est pas loin non plus. Donc, le problème, c'est que oui, aller faire des annonces comme ça, droit du sol, tirer les moustaches du tigre pour que ça hurle, je ne sais pas si c'est un principe républicain intangible, hein, le droit du sol. Ça a été, faut quand même rappeler que ça a été instauré au 19e siècle, pour des raisons, parce qu'il y avait des protestations dans la classe ouvrière et chez les paysans en disant, écoutez, on a des immigrés qui viennent, mais comme ils ne sont pas français, ils ne font pas leur service militaire. Et puis, il y avait un problème démographique. Il y avait un problème démographique en France parce qu'on ne faisait pas assez d'enfants et que l'Allemagne en faisait et qu'on savait très bien que ça aboutirait à des conflits. Donc, le problème, moi, droit du sol, droit du sang, aménagement, ça ne me gêne pas trop. La question, c'est comment est-ce qu'on règle le problème économique de cette île. Et il faut savoir que ces gens qui deviennent français comme ça, parce qu'après, il y a les mécanismes de regroupement familial, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont à l'île de la Réunion. Et moi, où je vais régulièrement, eh bien, je peux vous dire que c'est très... Il y en a partout. Et les Réunionnais commencent à dire grand remplacement. Ça y est. Parce que devant les CAF, on a des... Eux ont le droit d'utiliser ce terme. Dernier petit point concernant Mayotte, ce qu'on ne sait pas ici en métropole, c'est que Mayotte, il y a 15 ans, il n'y avait pas de justice française. C'était la justice cadiale, c'était les cadis qui rendaient... Parce que c'est un département totalement musulman. Il y avait grâce à Mansour, ça a été supprimé. Il y avait comment ça s'appelle on a le droit d'avoir plusieurs femmes. C'est quoi le terme déjà qui m'échappe? Pardon? Polygamie. Oui, il y avait la polygamie, il y avait tout un tas de choses comme ça. C'est pas une île créole, hein, c'est une île africaine. Faut pas se tromper. Donc, il n'y avait pas d'état civil il y a 15 ans. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une espèce de jungle invraisemblable avec, on est passé de 120 000 habitants à 250 000 et c'est ingérable, quoi. Donc, il faut prendre des mesures. L'annonce droit du sol... Donc, en gros, vous nous dites... oui, c'est pareil. Là-dessus, vous êtes d'accord avec Alexandre Langlois. C'est un effet de communication, pansement du capitaine Haddock. Alors, il nous reste 2 sujets. Je vous propose que chacun en prenne un. Régis Badinter et vous, Alexandre, vous vouliez parler notamment de ces policiers qui ont peur à Bordeaux. Alors, peut-être l'hommage rendu... non, je vais commencer par Bordeaux, Alexandre, pour vous. Donc, bon, on sait, à Bordeaux, en ce moment, beaucoup de problèmes de drogue. Il y a eu des manifestations des habitants qui n'en peuvent plus, qui parlent d'occupation permanente de leur quartier par les dealers, et qui manifestent, qui expriment leur ras-le-bol, et la police, elle, qui n'arrive pas à régler la situation. Et puis, vous citiez également un article, une illustration à Guéret dans la Creuse, d'agressions contre les agents de police qui continuent et qui sont de plus en plus réguliers.
En fait, on est en train de voir l'écroulement de l'État, en fait, et du respect qu'il peut y avoir de l'État. Le policier est le dernier maillon de la chaîne, donc effectivement, c'est lui qu'on va agresser parce que c'est lui qu'on a sous la main. Donc il n'y a plus de respect derrière, il n'y a plus rien. De toute façon, on voit bien que même quand un policier se fait traîner par une voiture, là, ça arrive à des travaux d'intérêt généraux parce que la personne s'est réinsérée, donc voilà. Donc effectivement, le mot d'ordre est allez-y, vous pouvez y aller, c'est pas très grave. À côté de ça, en plus, la deuxième chose aussi, c'est que les agressions seront forcément de plus en plus violentes parce qu'il y a aussi l'État équipe ses policiers pour qu'ils soient protégés, mais du coup, la délinquance s'adapte. Donc là, c'était pas le cas des restes, c'était des gens qui étaient bourrés, des choses comme ça, mais la délinquance plus dure, elle va s'adapter pour tirer encore plus fort. Mmh. Donc en fait, on est sur un jeu de surenchère qui sera pas forcément, à la fin, il y aura toujours un moment d'équilibre et puis toujours après la délinquance reprendra un créneau d'avance. Et ce qui se passe à Bordeaux, en fait, je voulais en parler parce qu'en fait, c'est les riverains qui ont dit on en a marre d'avoir des trafics de drogue chez nous. Et comme l'actualité, c'est Darmanin qui dit on lutte contre les trafics de drogue, on a bien dit, bien sûr, autre qu'au Sénat et à l'Assemblée nationale, on est d'accord. Du coup, là-bas, du coup, les riverains appellent. Ils disent, nous, on va manifester parce qu'on voudrait juste vivre tranquille. Mmh. Je veux dire, déjà, c'est assez lunaire de se dire que Oui. l'État, c'est les gens qui doivent faire une manifestation pour qu'on applique le droit dans leur quartier. Et, pardon, mais Le- c'est ce qui s'est passé à Mayotte aussi, hein. Ils ont été obligés de s'organiser. Ils ont dit maintenant, on va bouger, on va faire des barricades, etc. Parce que sinon, personne ne réagit. Allez-y. Ah, mais là, ils n'étaient même pas, ils demandaient l'intervention de l'État. Ils n'ont pas dit, on va le faire nous-mêmes. Ils ont dit, on voudrait que l'État fasse son boulot, paye les impôts, ce serait pas mal. Donc là, après, les deuxième chose qui sont intéressantes dans ce cas à Bordeaux, c'est que derrière, c'est que la police municipale essaye de faire ce qu'elle peut, mais là, s'il y a des gens qui sont à fond sur les polices municipales, mais les polices municipales ont des pouvoirs limités. Donc au bout d'un moment, ils ne peuvent pas aller plus loin que ce que la loi leur autorise. Donc la lutte contre le trafic de stupéfiants, ça dépend de la police nationale, pour le moment, et de l'État, ce qui est plutôt pas mal. Mais derrière l'État, eux, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont plus assez d'effectifs, donc ils font 2-3 patrouilles. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les dealers sont là, ils s'en vont, puis ils reviennent juste après. Et en chose amusante sur les opérations coup de poing dont on parlait de M. Darmanin qui dit opération, je ne sais plus comment il les appelle, il change de nom de communication régulièrement, et du coup on nettoie un quartier de la drogue, mais ça s'était passé à Bordeaux dans ce quartier-là, il y a quelques mois. Et du coup, c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs mois, ça a été tranquille, parce que l'opération coup de poing a fonctionné, mais derrière, une fois que l'opération coup de poing est terminée, il n'y a pas plus de patrouilles, il n'y a pas plus de choses, donc les dealers reviennent. Donc on est sur quelque chose où on essaye de faire, je veux dire, de l'apparence pour la politique nationale avec M. Darmanin, qui dit opération coup de poing, mais on Oui. voit derrière le résultat dans les faits, c'est non. La police municipale qui ne peut pas agir, mais du coup, en fait, c'est aussi le serpent qui se mord la queue. La police nationale se désengage où il y a des polices municipales fortes en disant la police municipale prend le relais. Donc on est en fait pour le moment sur des économies budgétaires de bout de chandelle. Et au final, ceux qui s'en tirent bien, c'est la délinquance qui peut prospérer. Et à côté de ça, c'est les riverains qui sont désespérés. Et on Évidemment. va arriver à quelque chose derrière. On revient à un autre sujet qu'on avait déjà traité. Quand les gens voudront s'équiper eux-mêmes en milice ou de quartier, on leur dira vous n'avez pas le droit, c'est nous qui devons assurer votre sécurité. Donc au final, la conclusion, c'est mourrez braves gens. On s'occupera de pas grand-chose en fait. Au final, c'est juste mourir On en s'occupera silence. de quoi. bien vous regarder mourir. Mais surtout, ne vous plaignez pas, sinon c'est de la Voilà, s'il vous plaît, désinformation. parce que Ouais. sinon on vous envoie la police. Par Ouais. contre, là, on saura le faire. Alors, on enchaîne. Dernier mot, et on va essayer de faire très court parce qu'on a largement dépassé le temps. Avec cet hommage national rendu à Robert Badinter, Emmanuel Macron a déclaré que son nom devra s'inscrire au Panthéon. Il a salué l'ancien ministre de la Justice, artisan évidemment de l'abolition de la peine de mort. Est-ce que vous souhaitez dire un mot en 1 minute, Régis? Oui, d'abord, le Panthéon, c'est devenu maintenant c'est le support d'opérations de communication désagréable au possible. On est en train de canoniser Robert Badinter. Alors pour moi, il y en a deux. Il y a deux Robert Badinter. Je sépare l'homme et l'artiste. C'est-à-dire que l'avocat qui s'est battu contre la peine de mort a été un grand avocat courageux. Parce qu'il est allé sortir des gars de sous le couteau à plusieurs reprises, en particulier Patrick Henry, sur la base de conviction. Il a fait un travail en prenant des risques. Et moi c'est ma jeunesse. Hein, j'ai beaucoup d'admiration pour cet aspect. En revanche, en tant qu'homme politique, hein, c'est un grand bourgeois. Il a défendu en permanence les intérêts de sa classe. C'est ce que j'ai toujours dit. Il s'est opposé aux nationalisations. Il a détesté les gilets jaunes. Il fallait voir comment il en parlait. Oui. Donc, il a tout le reste de sa vie, c'est celle d'un gars avec soi-disant un vernis de gauche, mais qui ne défendait que les intérêts de sa classe. Voilà. Donc, mais c'est toujours comme ça. Hein, le léopard meurt avec ses taches, je dis dans un article.